C'est la vidéo la plus incroyable, la plus ambitieuse, la plus chère que j'ai jamais réalisée et elle va aussi être terrifiante. Nous attachons ces énormes poids en métal au ventre de cet hélicoptère, le faisons voler à plusieurs kilomètres dans le ciel, puis lâchons ces poids sur une ville de châteaux de sable. Nous avons besoin de chance. Wow! Et tout cela pour une très bonne raison, alors faisons-le, allez. À la fin des années 50, les États-Unis avaient un problème. L'Union soviétique a lancé le premier satellite artificiel, Sputnik, en orbite autour de la Terre le 4 octobre 1957. Mais ce qui est moins connu, c'est qu'un peu plus d'un mois plus tôt, ils avaient réussi à tester le premier missile balistique intercontinental. Il pourrait livrer une ogive nucléaire de l'Union soviétique aux villes de la côte est des États-Unis en environ 30 minutes. Face à cette menace, un chercheur de Boeing nommé Jerry Pournelle a eu l'idée d'une arme spatiale. Elle pourrait atteindre n'importe quel endroit sur Terre en la moitié de ce temps, soit seulement 15 minutes. Elle pourrait détruire des cibles enfouies à 30 mètres sous terre, comme les silos où étaient stockées les armes nucléaires soviétiques. Et théoriquement, elle pourrait intercepter des missiles balistiques intercontinentaux en plein vol. Son concept était de placer des morceaux de tungstène de la taille d'un poteau téléphonique dans l'espace, en orbite, et de sorte que ces morceaux de tungstène pourraient tomber sur une cible à peu près à tout moment. L'idée était que dans une fenêtre de 15 minutes, vous seriez en mesure de libérer l'une de ces tiges de tungstène et de la faire réentrer dans l'atmosphère et frapper une cible en quelques minutes, et elle arriverait si vite. Vous savez, en orbite, les choses vont à environ 8 km par seconde et lorsqu'elle entre dans l'atmosphère, elle va ralentir à cause de la traînée atmosphérique, mais surtout à l'impact, elle va toujours aller à 10 fois la vitesse du son, Mach 10 ou environ 3 km par seconde. Ceci est Massive Ordnance Air Blast qui signifie explosion massive de munitions aériennes, mais elle est plus communément appelée par son surnom la mère de toutes les bombes. C'est l'un des explosifs non nucléaires les plus puissants de la planète. Lorsqu'il a explosé, il a libéré l'équivalent de 11 tonnes de trinitrotoluène. Maintenant, une seule de ces tiges de tungstène qui arriverait aurait la même énergie que la plus grande explosion conventionnelle jamais détonée. Ce ne sont pas des bombes, elles ne contiennent pas d'explosifs, mais la quantité d'énergie qu'elles transportent dans leur énergie cinétique, parce qu'elles sont si lourdes et qu'elles vont si vite, est aussi grande que n'importe quelle bombe conventionnelle jamais détonée. Pournelle a appelé son arme Projet Thor, d'après le dieu nordique qui lançait des éclairs depuis les cieux. Dans les années 80, l'idée d'un intercepteur de missiles cinétiques a été sérieusement envisagée par l'administration Reagan. Il a été baptisé Brilliant Pebbles, mais le projet a été abandonné. En 2003, il a été ressuscité par le plan de transformation de l'Air Force, qui a désigné cette arme sous le nom de Hypervelocity Rod Bundles. Mais familièrement, l'arme est connue sous le nom de Rods from God. L'énergie cinétique d'un objet est directement proportionnelle à sa masse et au carré de sa vitesse. Donc, augmenter 10 fois la masse de l'objet augmente 10 fois son énergie cinétique. Mais si vous augmentez la vitesse par un facteur de 10, l'énergie cinétique augmente par un facteur de 100. C'est pourquoi même des objets très légers peuvent transporter beaucoup d'énergie cinétique. C'est ce qu'un morceau de plastique de 15 grammes fait à un bloc d'aluminium lorsqu'il se déplace à 6 km par seconde. Et c'est un vrai problème pour les satellites? En raison des vitesses massives en orbite, les micrométéorites, les petits boulons ou même les éclats de peinture représentent de sérieux risques pour les astronautes vivant à bord de la Station spatiale internationale. Cette ébréchure dans la fenêtre de la Station spatiale internationale a été causée par un minuscule grain de poussière et un petit morceau de débris spatiaux a percé un trou dans le bras robotique. Imaginez quelque chose qui pèse 10 tonnes voyageant à cette vitesse. Les armes à énergie cinétique apparaissent dans la fiction, y compris dans des dizaines de films, de jeux vidéo et de livres, mais à quel point sont-elles réalistes?
Je veux dire, cette arme pourrait-elle devenir une réalité? Eh bien, c'est pourquoi nous sommes ici, au milieu du désert. Nous voulons voir à quel point une tige de Dieu pourrait être destructrice. Et nous avons vraiment sorti le grand jeu, embauchant même une équipe de constructeurs de châteaux de sable professionnels pour construire une ville sur laquelle nous lâcherons les tiges. J'ai tout le respect du monde pour ces constructeurs de châteaux de sable. Nous sommes 7 fois champions des États-Unis du concours de châteaux de sable. C'est tellement cool. Il résistera à l'épreuve du poids le plus élevé lors de la chute la plus haute avec très peu de dommages. Je suis vraiment convaincu de cela. Le Capitole des États-Unis. Ouais, n'est-ce pas génial? Ouais, c'est l'un de nos endroits préférés. J'aime tous ces bâtiments ici. Qui a fait le cornichon? Le cornichon ici, I made it. C'est super. C'est magnifique, mais je me sens un peu mal à essayer de le détruire. Je suis très préoccupé par la visée. La ville n'est pas si grande. Alors, avant d'arriver à cette chute, nous allons essayer de frapper cette piscine avec une masse de 100 kg ou de 220 livres. Montez à environ 500 mètres, tentez de lâcher un poids dans cette piscine. Je doute que ça marche. Je crois pas qu'on va y arriver. En fait, ma principale préoccupation de toute la journée est que nous ne serons tout simplement pas capables de toucher quoi que ce soit. Alors, pourquoi être venu ici initialement? Ce sont les questions que je me pose. La façon dont nous ciblons est faite avec le Global Positioning System. Nous prendrons un point sur le Global Positioning System, le centre de la piscine. Nous avons aussi un Global Positioning System dans l'hélico. Nous allons l'utiliser pour nous aligner parfaitement au-dessus du centre de la piscine. Donc, si nous parvenons à atteindre cette piscine à 500 mètres, alors je pense que nous avons une chance. Où est ton Global Positioning System? C'est mon téléphone. Et j'ai les coordonnées inscrites sur mon bras. Nous sommes prêts à partir, nous sommes des professionnels. Premier lâché et ça a l'air instable, je dois le reconnaître. Je suis surpris qu'il puisse lever une charge aussi lourde. Il nous reste encore 700 pieds pour être à 1500. Ok. Je ne sais tout simplement pas pourquoi il tourne si haut. C'est 500 mètres? Ça semble vraiment haut. Ryan, Eric, quelle est notre altitude? 500 mètres. C'est 1500 pieds. Ça semble plus haut. C'est carrément fou, d'accord? On y est, c'est bon. Ça se balance follement là-haut? Est-ce que ça a des ailerons dessus? Non. Pourquoi n'en avons-nous pas parlé il y a une semaine? On est bon de gauche à droite. Nous devons juste aller en avant. Zut, il ne semble pas en position, pas vrai? Tu te moques de moi? Ils ne le feront jamais! Oh mon Dieu! Qu'est-ce que ça va frapper? Oh, ça va de travers. Qu'est-ce que ça a frappé? Oh là là! C'était bien plus à côté que je ne le pensais. J'étais dessus. Est-ce que vous voyez la même chose depuis là-bas? Bon, c'est un peu bizarre. Ça va juste montrer ce que ça fait avec de l'altitude. Nous avons tous les deux dit que nous étions dessus et en fait non. On dirait pas que ça bougeait. Oui, il m'a dit que notre vitesse horizontale était nulle. Et vous étiez au bon endroit? Nous étions exactement au bon endroit. Oh, wow! Regarde ça. Oh wow. Totalement enterré. Tombant de 500 mètres, la tige a accéléré pendant 10 secondes. Et même en tenant compte de la résistance de l'air, elle a frappé le sol à environ 350 km/h. À cette vitesse, avec une masse de 100 kg, elle transportait près d'1 demi-million de joules d'énergie cinétique.
Notre plan pour aujourd'hui est de lâcher un objet 2 fois plus lourd depuis une hauteur 6 fois supérieure. Alors, son énergie à l'impact sera plus grande que l'explosion d'un kilogramme de trinitrotoluène? Les impacts cinétiques sont explosifs. Si vous regardez les cratères sur la Lune et que vous regardez vraiment de près, vous allez voir qu'ils sont essentiellement tous des cercles. Personne ne se demande pourquoi les manèges sont circulaires. Si vous imaginez que lorsque la Lune est frappée par des astéroïdes, ils vont venir de toutes les directions. Donc, ne devriez-vous pas obtenir ces sortes de formes oblongues où l'astéroïde arrive bien? La vérité est que les astéroïdes arrivent avec une vitesse incroyable. Ce n'est pas comme s'ils repoussaient la Terre. Et c'est ce qui crée le cratère. Non, ils arrivent si vite que lorsqu'ils entrent en collision, leur énergie cinétique est explosive. Elle chauffe le sol, transforme les choses en liquide et en gaz. Ils deviennent tous super chauds et ils éclaboussent vers l'extérieur dans une explosion géante. Et cette explosion est symétrique peu importe l'angle ou à quel point l'astéroïde arrivait en pente douce, il va tout faire exploser radialement parce que c'est une énergie cinétique explosive. Et pour moi, c'est juste la chose vraiment surprenante. Ce serait exactement la même chose en lâchant ces tiges allant à Mach 10. Lorsqu'elles frappent une cible, elles vont créer une explosion comme si elles étaient l'arme conventionnelle la plus grande jamais lancée et parce qu'elle va si vite, elle peut pénétrer environ 30 mètres dans le sol, suffisamment pour détruire des bunkers ou des silos. L'explosion est donc plus localisée, donc elle peut être utilisée pour des frappes chirurgicales plus précises. Contrairement à l'arme nucléaire, il n'y a pas de retombées radioactives à craindre ou de lois internationales. Ces idées contreviennent-elles à des lois ou traités actuels? Ces idées contreviennent-elles à des lois ou traités actuels? Le seul accord international existant sur le déploiement d'armes dans l'espace concerne les armes nucléaires qui sont véritablement interdites. Wow, je pensais que les cibles seraient difficiles à atteindre. Maintenant, je suis super convaincu qu'elles sont impossibles à atteindre. Nous allons maintenant effectuer le vol à une altitude bien inférieure et faire ça visuellement. Ouais, Donc nous allons le faire à 300 pieds, visuellement. je vais faire un lâcher de cube. C'est intéressant car je pensais qu'un lâcher de cube n'était pas approprié. Nous parlons des tiges de Dieu, qui sont des cylindres. Je suis reconnaissant que nous ayons les cubes, car, comme Adam Savage me l'a dit, les cylindres ont tendance à tomber sur le côté. Ce qui leur donne assez de chance. Vraiment. Qui aurait pensé ça? J'aurais pensé qu'une chose de type crayon aurait tendance à viser droit vers le bas. Ça a toujours l'air haut. Est-ce que c'est 100 mètres? 30 secondes? On dirait pas qu'ils sont au-dessus de la piscine. Ça bouge totalement avec le vent. Ça balance complètement. Le GPS est précis et je le vois juste en dessous. Ça semble toujours haut. On est dessus, on est dessus. Ah, c'était pas loin. 50 pieds à côté. Oh, wow. On aurait dit que nous étions juste au-dessus, n'est-ce pas? On dirait bien, oui. Wow. J'étais bien dessus. Quelque chose comme 100 mètres à côté, c'est pas mal. D'accord, nous nous préparons à lâcher cette masse de 200 kg, 440 livres. Qu'en pensez-vous? Ouais, nous allons y arriver. Allons-nous la toucher cette fois-ci? J'espère que oui. C'est le moment de vérité, nous avons eu 2 ratés jusqu'à présent. Donc nous allons 50 mètres ou 150 pieds au-dessus de la piscine, ce qui pour moi est assez décevant. Mais à ce stade, je veux juste toucher quelque chose. Oh, le poids se balance là-dessus, il est balayé par le vent. Nous avons besoin de chance. Ouais. Je l'ai. On a touché la piscine! Haha!
Ouais! Ça a frappé quelque chose? Ouais. C'était juste au bord. Juste au bord. J'étais très inquiet ce matin qu'on n'allait rien toucher. Je crois que les images tremblaient à cause de mon excitation. Voir ça d'en haut était incroyable. Wow! Ça a déchiré la piscine. C'est fou! Incroyable. Les canards en caoutchouc. Alors, la prochaine cible est le château de sable. Et tu veux aller jusqu'à 100 mètres? Je veux doubler. Si nous pouvons réellement atteindre le château de sable à partir de 100 mètres, ce sera quelque chose. Dans toutes les différentes incarnations des tiges de Dieu, les tiges sont faites de tungstène. Et il y a 2 raisons à cela. La première est que le tungstène est vraiment dense. 1 mètre cube de tungstène pèse 19 tonnes. La densité est 2 fois supérieure à celle de l'acier, utilisé ici car beaucoup moins coûteux. Mais cela signifie que pour une quantité de masse donnée, les tiges de tungstène pourraient avoir moins de la moitié du volume de l'acier, et donc rencontrer moins de résistance lorsqu'elles traversent l'atmosphère. Et surtout pour la désorbitation, le tungstène a également un point de fusion incroyablement élevé, le plus élevé de tous les métaux, à presque 3500 degrés Celsius. C'est important car lorsque la tige décélère dans l'atmosphère, beaucoup de chaleur s'accumule tout autour d'elle. De plus, le point de fusion élevé du tungstène permet aux tiges de nécessiter moins de protection contre la fusion. La forme est tout aussi importante. L'objectif est de frapper la cible avec autant de vitesse que possible, donc une forme élégante et aérodynamique est la meilleure. Les tiges sont idéales pour cela. L'aérodynamique explique la forme des flèches, des balles et des missiles balistiques. C'est pour minimiser la traînée. Honnêtement, l'une de nos grandes erreurs a été de ne pas souder des ailerons sur nos tiges. Nous montons jusqu'à environ 100 mètres ou 300 pieds avant de le lâcher. Notre objectif est d'atteindre la ville du château de sable. C'est bon, c'est maintenant. Ça y va, ça y va, ça y va. Est-ce sûr que ça a frappé devant? Juste devant. On vient de le manquer. On était proche. Donc le tracteur va déterrer le poids maintenant. Juste le soulever. Ouais? Allez. C'est comme ça que ça atterrit. Si près d'emporter la capitale. Ouais, regarde ça. 30 secondes avant de larguer. Mon Dieu, ce vent. 10 secondes. Ce vent est brutal. Oh là là. Oh là là. Ça a touché quelque chose à gauche, mais je ne pense pas que c'était la ville. Voir tous les défis que nous traversons me rappelle à quel point il est difficile de viser un projectile cinétique. 3, 2, 1 et lâché. 10 secondes. Ils ont frappé un bâtiment. Le Capitole est toujours là. Quoi? Je n'arrive pas à y croire. Un impact direct sur le bâtiment, mais cela n'a détruit que ce côté. Je trouve incroyable que ça ait frappé juste là. Regardez les fissures à l'arrière. Ça a créé des fissures, mais ça n'a pas fait tout le truc. Ça n'a pas détruit tout le bâtiment. Ce n'est pas ce que vous utiliseriez pour causer une dévastation massive. C'est pas comme si vous vouliez toucher précisément une cible. Pour être honnête, nous n'avons pas réussi à tester équitablement les Rods from God, même à petite échelle. Je voulais larguer 200 kg de 3 km, mais la visée était si difficile que nous n'avons même pas approché cela. Nous n'avons donc pas pu constater la puissance explosive de l'énergie cinétique. Lors de notre dernière tentative désespérée de larguer à 500 mètres, j'étais terrifié à l'idée de heurter quelque chose ou quelqu'un. Attention, 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 attention. J'étais heureux que tout le monde finisse la journée sain et sauf. Je n'ai pas filmé ça, parce que j'étais tellement terrifié. Oh, je le vois. Wow. Tu as assez raison, ça a rebondi.
Mais compte tenu du temps et de l'argent que nous avons dépensé sur cette vidéo, je dirais que c'est mon plus grand échec de tous les temps. Ce qui s'avère être aussi quelque chose que vous pourriez dire à propos de l'arme réelle, les tiges de Dieu. Commencez simplement par la visée. Diriger une tige de Dieu est en théorie possible. Vous pourriez utiliser des propulseurs ou des ailerons ajustables ou changer le centre de masse de la tige. Mais en pratique, il est extrêmement difficile de viser un objet se déplaçant à des vitesses hypersoniques. Non seulement cela, mais communiquer avec la tige depuis le sol ou depuis l'espace serait presque impossible en raison du plasma surchauffé qui l'entoure. Et il y a d'autres problèmes. Disons que vous voulez atteindre une cible en 15 minutes. Vous penseriez que la chose la plus simple serait de placer une tige juste au-dessus de la cible en orbite géostationnaire, mais l'orbite géostationnaire est à plus de 35 000 km de distance. C'est presque un dixième de la distance jusqu'à la Lune. Donc de là, une tige mettrait plusieurs heures à tomber sur la Terre. Si vous placez la tige en orbite basse à environ 350 km au-dessus de la Terre, elle se déplacera par rapport au sol, effectuant une révolution toutes les 90 minutes GAX. Entre l'ordre de frappe et l'impact de la tige sur la cible, cela pourrait prendre jusqu'à 1h30. Vous pourriez penser que vous pourriez réduire ce temps à environ 30 minutes en plaçant, disons, 10 satellites sur cette orbite, mais rappelez-vous que la Terre tourne, donc les orbites dérivent. Vous auriez en fait besoin de centaines de satellites pour vous assurer qu'il y a toujours une tige à proximité de la cible. Donc disons que vous voulez mettre une centaine de tiges dans l'espace. Eh bien, le coût de leur lancement serait de milliards de dollars. Et avec le temps, les propulseurs tomberont en panne et dysfonctionneront, donc il y aura des coûts d'entretien continu. Mais que faire si vous voulez simplement l'utiliser pour la défense antimissile? Alors, vous n'avez pas besoin de quelque chose qui pèse 10 tonnes, une tige plus petite ferait l'affaire, mais même ça, c'est très délicat. Et pour intercepter avec succès un missile balistique intercontinental, vous devez le frapper pendant la phase de poussée. Les missiles balistiques intercontinentaux modernes se divisent en un certain nombre de charges utiles après la poussée. Certaines d'entre elles sont des leurres pour submerger les missiles des défenses antimissiles balistiques intercontinentales. Pour arrêter les lancements de missiles balistiques intercontinentaux nord-coréens, par exemple, les États-Unis auraient besoin d'environ 400 tiges, réparties sur 8 orbites, pour pouvoir intercepter les missiles à temps. Un système de défense mondiale nécessiterait au moins quelques fois ce montant. Et il a été calculé qu'un système très limité coûterait environ 300 milliards de dollars, ce qui représente près de la moitié du budget annuel militaire des États-Unis. Et même cela ne fonctionnerait pas car les ennemis pourraient échapper à la défense en lançant plusieurs missiles en même temps. Comme il n'y a qu'une seule tige au bon endroit à tout moment, une tige pourrait intercepter l'un des missiles, mais le reste passerait. Il s'avère donc que les tiges de Dieu sont irréalisables à exécuter dans la réalité. Après son passage chez Boeing, Jerry Pournelle, qui avait eu cette idée, est devenu un écrivain de science-fiction. Et dans son livre à succès du New York Times de 1985, Footfall, une race extraterrestre utilise des armes cinétiques pour envahir la Terre. Et honnêtement, je suis assez content que cette arme ne soit réalisable que dans la science-fiction.